Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts qui va être consacrée à la pharmacologie et plus tard aux pathologies. En introduction, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de lancer ce podcast et puis on verra ensuite une introduction à la pharmacologie, à la pharmacocinétique et à la pharmacodynamique. On va voir aujourd'hui des notions qui seront importantes, des termes qu'on va définir et qui vont être utilisés au cours des différents podcasts qui vont suivre. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour poser les bases, c'est une introduction. Alors pourquoi ce podcast sur la pharmacologie ? Premièrement parce que j'ai eu des cours de pharmacologie, je suis actuellement encore un module de médecine académique. Donc c'est à côté de ce qu'on apprend en études de médecine, évidemment que c'est du pipi de chat, mais ça nous permet quand même d'avoir une introduction, d'avoir un premier aperçu de quels sont les médicaments qui sont utilisés aujourd'hui dans les pathologies les plus fréquentes, quels sont les médicaments les plus utilisés. Et je pense que ça peut être intéressant pour les gens, pour vous qui écoutez, pour toi, on va se tutoyer, je pense que c'est plus simple, de connaître les propriétés des médicaments qu'on a utilisés depuis qu'on est tout petit. Et je le fais vraiment dans une logique de transversalité des connaissances parce que aujourd'hui, la vraie position à tenir au niveau de la santé, c'est une position d'intégration. Il ne s'agit pas pour les naturopathes, et là on va le répéter en long et en large et en travers autant de fois qu'il le faudra, aux gens qui nous regardent mal, qui disent que la naturopathie c'est tous des charlatans, etc. Nous ne sommes pas pour une opposition entre médicaments, approche clinique conventionnelle et approche de terrain naturopathique. D'accord ? Ce qui va nous sauver, c'est la complémentarité des approches, la médecine d'urgence, la médecine qui s'occupe des symptômes et de l'autre côté, la naturopathie qui s'occupe de l'hygiène de vie. Nous, on s'occupe principalement de prévention, on s'occupe de soulager des symptômes et on redresse l'hygiène de vie sur le long terme. On est là pour accompagner et on n'est pas là pour faire de l'urgence. Voilà, ceci étant dit, on va commencer tout de suite par parler de la pharmacologie. Donc, la pharmacologie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude des propriétés des médicaments et leur classification. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un médicament ? Un médicament, c'est une substance qui a des caractéristiques curatives ou préventives. Et curative, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on regarde dans le dictionnaire, ça veut dire guérir, qui fait disparaître le mal. Donc on est vraiment sur une définition qui s'attache aux symptômes. Et on verra que ça a son importance pour la suite des podcasts qu'on va avoir. Alors dans les médicaments, on va trouver ce qu'on appelle le principe actif, qui est la substance avec un effet thérapeutique, et donc l'effet thérapeutique, c'est l'effet qui est recherché lors d'une thérapie. Et une thérapie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des procédés pour un traitement déterminé. Par exemple, la phytothérapie, c'est la thérapie par les plantes. L'aromathérapie, c'est la thérapie par les huiles essentielles, etc., etc., etc. On va ensuite retrouver le terme de galénique. Alors galénique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la mise en forme d'un médicament. Une gélule, une poudre, une capsule, une teinture mère en phytothérapie, une huile essentielle en aromathérapie, c'est la forme du médicament. Dans les médicaments, on va retrouver ce qu'on appelle aussi des excipients. Les excipients, ce sont des substances sans activité thérapeutique qui ont différents rôles, comme améliorer l'aspect ou le goût du médicament. Donc par exemple pour les sirops pour enfants, pour la toux, dedans on va mettre du sucre. Les excipients sont aussi utiles pour la conservation, ils vont servir à acheminer la substance active vers les sites actifs, et il y a également d'autres caractéristiques. Alors en théorie, les excipients doivent avoir une totale innocuité, donc innocuité, ça veut dire qu'ils ne doivent pas avoir de toxicité, qu'ils ne doivent pas avoir posé de problème, avoir d'effets indésirables sur la santé, mais en pratique, on observe que ce n'est pas toujours le cas. Alors les excipients, on peut donner des exemples. Par exemple en cosmétique, les huiles. L'huile d'amande douce par exemple est utilisée comme excipient pour diluer le principe actif. On a l'eau ou l'alcool encore. Ensuite,
quand on va parler de médicaments, on va retrouver deux termes qui sont les termes de princeps et le terme de générique. Donc le princeps, qu'est-ce que c'est ? C'est le médicament de marque déposée qui a une formule propre et qui a sa propre forme. Donc le princeps, c'est le médicament que développe un laboratoire pharmaceutique, en gros qui le découvre. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le médicament générique, qui est une copie du princeps, qui sont les médicaments, si vous voulez, le princeps c'est le médicament originel, et les génériques ce sont des copies de ce médicament. Alors attention, pas n'importe quelle copie. Les médicaments génériques ont la même composition que le princeps, c'est-à-dire il y a la même substance active, il y a le même principe actif, il y a la même forme pharmaceutique, il y a la même efficacité. Néanmoins, on peut retrouver des excipients différents. Donc voilà, le princeps, c'est le médicament originel, découvert, breveté par un laboratoire pharmaceutique, on va y venir tout à l'heure. Et les médicaments génériques, ce sont les copies de ce médicament qui peuvent être développés par d'autres laboratoires. Ensuite, on va parler de la notion de placebo. Alors le placebo, c'est une amélioration qui se fait au niveau de la santé du patient, uniquement par le fruit de son mental. C'est-à-dire que dans les études, par exemple, il y a certaines personnes, on va leur donner un médicament, on va leur dire que c'est un médicament. Il y a d'autres personnes, on va leur donner on va leur donner un composé qui ne contient aucune substance active et on va leur dire que c'est un médicament. Et ces gens-là, on observe en pratique qu'il y a une amélioration de leurs symptômes. Et donc c'est ce qu'on appelle le placebo. Donc moi, ce que j'ai vu dans le cours, c'est que c'est une autosuggestion, c'est la personne qui se convainc elle-même que le produit va lui faire du bien et donc hormonalement, ça rassure, il y a des productions d'hormones, d'endorphines par exemple, qui peuvent amener un mieux-être de la personne, ce qu'on appelle une guérison spontanée. Et en parallèle de ça, on a la notion de nocebo qui est en fait l'inverse du placebo, c'est-à-dire on donne à une personne un composé, on lui dit que c'est un médicament, dedans il n'y a pas de médicament et on lui dit que il peut y avoir des effets secondaires, il peut y avoir des effets toxiques et la personne va ressentir un mal-être. Et comme pour le placebo, c'est une autosuggestion, donc là on voit avec le placebo et le nocebo à quel point l'état, les dispositions mentales et émotionnelles de la personne sont importantes dans la guérison. Ensuite, un nouveau terme qu'il faut comprendre, c'est le terme d'autorisation de mise sur le marché. Chaque fois qu'un laboratoire veut commercialiser un médicament, il doit préparer un dossier avec le résumé des caractéristiques du produit qu'on appelle RCP, il doit rédiger une notice, il doit étiqueter son médicament, il doit faire des essais cliniques et des études sur les hommes qui montrent qu'il y a une balance bénéfice-risque favorable aux patients et une efficacité au moins équivalente aux autres produits de même type sur le marché. Donc un laboratoire pharmaceutique va préparer tout son dossier et il va soumettre ça à l'autorité compétente dans son pays. Donc en France, on a l'ANSM qui est l'Agence nationale pour la sécurité et le médicament et des produits de santé. En Suisse, on va avoir l'autorité Swissmedic. Et donc ce sont ces autorités-là qui vont délivrer des autorisations pour les laboratoires pour commercialiser leurs produits. Et donc les laboratoires pharmaceutiques, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente sur ma chaîne, le Graal, la raison d'être d'un laboratoire pharmaceutique, c'est le brevet pharmaceutique. Tous les laboratoires veulent breveter, trouver des molécules, trouver des principes actifs pour en faire des médicaments, pour obtenir donc un brevet pharmaceutique qui est un titre de propriété industrielle exclusif qui va être délivré au laboratoire à l'origine de la découverte de cette molécule. Donc si vous voulez, c'est une sorte de protection commerciale qui permet au laboratoire pendant un certain temps de vendre son médicament sans avoir de concurrence. Il a l'exclusivité entière de ce médicament. Donc là, on va rentrer dans le cycle de vie du princeps, qui est le médicament découvert par un laboratoire pharmaceutique. On a deux phases. On a une première phase expérimentale pendant laquelle le laboratoire va travailler sur la molécule, l'isoler, etc. Il va faire ses essais cliniques et ça, c'est une phase qu'on appelle expérimentale qui dure à peu près 10 ans, d'après les informations que j'ai eues. Donc 10 ans pour obtenir
le brevet et l'autorisation de mise sur le marché de l'autorité compétente. 10 ans, hein. Vous vous rendez compte de ce que ça implique, donc on comprend mieux les bénéfices qu'il faut engendrer, hein, pour un laboratoire. Et ensuite, une fois que la mise sur le marché est autorisée, on a une phase du coup de commercialisation, qu'on appelle phase utile. Et là, pareil, pendant 10 ans, le laboratoire peut vendre son médicament sans avoir de concurrence. Et puis après ces 10 ans, ou en fonction des médicaments, c'est plus ou moins long, le médicament tombe dans le domaine public et devient donc un médicament générique, et d'autres laboratoires peuvent copier ce médicament pour en faire des médicaments génériques. Donc c'est là où je vous disais dans ma vidéo sur ma chaîne YouTube, hein, qui était, je crois le titre c'était «Nous n'avons pas le bon système» ou quelque chose comme ça. C'est vraiment de comprendre qu'un laboratoire pharmaceutique ne peut pas faire autrement que d'être sans arrêt à la recherche de brevets. C'est sa raison d'être, c'est comme ça qu'il survit. C'est le système qui est comme ça. Un laboratoire ne va pas dépenser de l'argent sur quelque chose qu'il ne peut pas breveter. Donc, par exemple, il ne va pas faire des recherches sur quelle alimentation permet de stopper le diabète de type 2, quelle hygiène de vie permet de renverser un diabète de type 2. Enfin, il n'a aucun intérêt à faire ça. Et s'il le faisait, il mourrait économiquement. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et une fois qu'on comprend ça, on prend un peu de recul par rapport aux choses. On se dit, oui, c'est pas, les laboratoires ne sont pas là pour faire du mal aux gens. Ils sont là dans un système qui leur est imposé, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent pour survivre dans ce système. Voilà. Ensuite, on a les notions d'innocuité, de toxicité. Bon, l'innocuité, hein, c'est le fait pour un médicament de ne pas être dommageable pour la santé. Et la toxicité, ça va être les effets indésirables des médicaments. Alors pour chaque médicament, il y a un seuil de toxicité, ça veut dire un seuil à partir duquel il devient toxique pour l'organisme. Et donc tout ça, c'est la pharmacovigilance qui va s'en occuper. Donc c'est tout simplement l'étude des effets indésirables des médicaments. Donc ça va se passer pendant la phase de commercialisation. La pharmacovigilance va repérer tous les effets indésirables qu'a un médicament qui n'ont peut-être pas été détectés lors de la phase expérimentale. Elle va les classer, elle va faire de l'information auprès des patients pour plus de sécurité. Voilà. Mais sachez que pour n'importe quel médicament, il y a un seuil de toxicité. On peut s'intoxiquer avec du paracétamol. D'accord ? Ça, on va le voir dans les parties suivantes. Donc là, on va passer à ce qu'on appelle la pharmacodynamie. Dans la pharmacodynamie, elle étudie les effets d'un médicament dans l'organisme selon la dose ingérée et la fréquence. Et donc ces deux choses-là vont permettre d'adopter ce qu'on appelle la bonne posologie, la bonne quantité de substances actives. Alors, avant de parler de ça, il faut comprendre le mécanisme des enzymes. Si vous voulez, pour catalyser des réactions dans l'organisme, nous avons des enzymes qui sont comme un système de clés et de serrures. D'accord ? La serrure, c'est l'enzyme, et vous avez le substrat qui est la clé. Le substrat, qui est une molécule X, va venir se fixer sur le site actif d'une enzyme. L'enzyme va accélérer la réaction, et donc le substrat va se transformer en produit. Et donc c'est les enzymes qui nous permettent de faire tout un tas de réactions à l'intérieur de notre corps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce site actif, il y a deux autres molécules qui peuvent venir interférer. Il y a ce qu'on appelle les agonistes et les antagonistes. Alors les agonistes, ils vont venir sur le même site actif réservé normalement à notre substrat X, et ils vont l'occuper à sa place, et ils vont venir augmenter, stimuler la fonction cellulaire biologique de cette enzyme. Donc si vous voulez, l'agoniste, c'est un booster de l'enzyme. Ensuite, vous avez les antagonistes. Donc les antagonistes, pareil, ce sont des substances qui vont venir occuper le site actif de l'enzyme, mais qui, contrairement à l'agoniste, ne vont pas déclencher le travail de l'enzyme, et donc vont baisser l'activité cellulaire de cette enzyme. Donc on a les agonistes qui stimulent l'activité enzymatique, et on a les agonistes qui baissent, voire enlèvent complètement l'activité enzymatique. Donc pourquoi je vous explique ça ? Parce que les cibles des médicaments, ce sont ces récepteurs.
D'accord ? Ce sont ces sites actifs d'enzymes. Les médicaments vont avoir pour rôle d'agir dessus pour stimuler certaines réactions ou au contraire les inhiber. Alors évidemment, l'activité de ces récepteurs va varier en fonction des conditions biochimiques, mais d'une manière générale, on peut classer l'action des médicaments en deux catégories. Vous avez les médicaments qui vont désensibiliser ces récepteurs, donc rendre l'enzyme moins active, ou vous allez avoir des médicaments qui vont stimuler ces récepteurs, et donc là, ça va être une hypersensibilisation de ces enzymes. Donc ça, c'est le mode d'action général des médicaments. Ensuite, au niveau des médicaments, on a évidemment des effets secondaires. Tous les médicaments ont des effets secondaires, et ces effets secondaires, ils sont soit dose dépendants, ça veut dire ils vont dépendre directement de la dose qu'on va ingérer, ou qu'on va prendre, ou alors ils sont non dose dépendants, c'est-à-dire que là ça peut être des réactions allergiques tout simplement qui ne sont pas dépendantes de la dose de médicaments prise. Donc la dose de médicament, pour ainsi dire, c'est la quantité de substances actives que vous avez dans le médicament. Alors un autre concept qu'on va voir aussi, dans les prochains podcasts, c'est la zone thérapeutique. C'est-à-dire que on a vu que le médicament, il a une certaine toxicité pour l'organisme. On va voir tout à l'heure comment elle s'élimine, comment elle se métabolise. Mais il faut que le médicament ait une certaine quantité à l'intérieur de nous pour que ça fasse effet. Donc si vous voulez, il y a un seuil minimum à atteindre pour avoir une efficacité thérapeutique, et il y a un seuil maximal à ne pas dépasser en raison de la toxicité de chaque médicament. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle la zone thérapeutique. Et donc, comme le médicament, il a un certain temps d'action à l'intérieur du corps, qui met un certain temps à être métabolisé, il faut trouver la bonne fréquence de prise, toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, toutes les 6 heures, tous les jours, etc. Et la dose. Et en adaptant la fréquence et la dose des médicaments, on va pouvoir rester dans ce qu'on appelle la zone thérapeutique, c'est-à-dire suffisamment de principes actifs à l'intérieur du corps pour avoir des effets, mais suffisamment peu pour ne jamais dépasser les seuils de toxicité. Et là, du coup, ça nous permet de faire la transition vers ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Tout médicament, tout traitement a un rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire que les bénéfices, ça va être l'action de la substance active sur le corps, et les risques, ça va être tous les effets indésirables liés à la toxicité du médicament. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est que quand vous allez à la pharmacie chercher un médicament, c'est pas quelque chose qui vous fait uniquement du bien. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre du médicament, je suis en train de dire qu'il faut avoir à l'esprit que quand on prend un médicament, il y a toujours une certaine part de toxicité à l'intérieur que le corps va devoir éliminer. Et on a notamment des thérapies où il y a de gros risques, mais comme c'est des situations graves, comme par exemple des chimiothérapies, les médecins, le corps médical juge nécessaire de prendre ce risque. De prendre le risque de se mettre du poison à l'intérieur du corps qui peut avoir d'énormes risques secondaires, mais la situation est tellement grave que il faut tenter les choses. Voilà, donc cette balance bénéfice-risque, elle existe pour chaque médicament. Maintenant, on va arriver dans ce qu'on appelle la pharmacocinétique. Donc la pharmacocinétique, c'est l'étude du devenir du médicament dans l'organisme. Donc chaque fois qu'on prend un médicament, et surtout par voie orale, il y a ce qu'on appelle l'effet de premier passage. C'est-à-dire que le médicament, vous allez le mettre dans votre bouche, et il va y avoir seulement un certain pourcentage qui va atteindre les sites actifs, comme ce qu'on a vu dans la partie précédente, qui va atteindre la circulation générale. Une fois cette circulation générale atteinte, il va y avoir une distribution, et là c'est ce qu'on appelle le volume de distribution, c'est-à-dire ça correspond au transport du médicament dans le sang et ensuite sa diffusion dans les tissus au niveau des sites actifs, et donc son effet va se faire là-bas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le transport du médicament dans le sang, ça correspond seulement à une partie de la substance active dans l'organisme. Je vous dis, chaque fois que vous mettez un médicament dans votre corps, on vous perdez une certaine quantité par métabolisation, à cause de différentes caractéristiques dans le corps. Donc,
une fois que votre médicament il est distribué à vos sites actifs, il va y avoir une élimination qui va se faire, puisque le médicament est un agent étranger qui est reconnu comme l'organisme comme quelque chose d'étranger, donc il va forcément être éliminé. Bon, l'élimination des médicaments, elle se fait via différentes voies, mais principalement ça va être par voie rénale et voie digestive. Par voie rénale, ça va se faire au niveau du néphron, par transport passif puis actif, passif au niveau du tube glomérulaire, et ensuite par voie tubulaire, par voie active. Et au niveau de la voie digestive, ça va se faire à travers la bile. Donc très important d'avoir une bonne bile pour pouvoir éliminer notamment les médicaments. Et donc au niveau de la voie rénale, l'élimination va se faire par la clairance. La clairance, c'est le débit de filtration glomérulaire que vous pouvez trouver par exemple sur votre prise de sang. Donc c'est pour ça que les gens qui ont une insuffisance rénale, il y a certains médicaments qui leur sont déconseillés, voire interdits, parce que ça peut être problématique. Donc là pareil, ce qu'on peut souligner, c'est que l'ingestion d'un médicament demande un effort au corps pour son élimination. Autre chose aussi à savoir, c'est que comme il y a une élimination, c'est que le médicament ne va pas rester indéfiniment à l'intérieur de nous, donc il a ce qu'on appelle un temps de demi-vie. Et le temps de demi-vie d'un médicament, c'est le temps au bout duquel il ne reste plus que la moitié de la substance active. Et au bout de cette demi-vie, on estime qu'il n'y a plus grand-chose, il y a de l'ordre de 1%, il reste de l'ordre de 1% de la substance active à l'intérieur de nous. Donc voilà, le temps de demi-vie, ça permet de voir la vitesse avec laquelle va être éliminé un médicament. Et enfin, la dernière notion que je voulais vous présenter, c'est la notion de biodisponibilité, qui est la quantité de principes actifs qui va parvenir déjà au site d'action, et la vitesse avec laquelle il va y accéder. Et donc la biodisponibilité, c'est quelque chose qui va dépendre de la voie par laquelle on va prendre le médicament. Si je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous le prenez par voie orale, le médicament va traverser toutes les voies digestives. Bon, avec l'acidité gastrique, peut-être qu'on va sûrement en perdre une certaine partie. Il y a d'autres voies qui sont beaucoup plus biodisponibles, comme la voie par injection. La voie par injection directement dans le sang est par exemple extrêmement biodisponible, puisque vous mettez votre principe actif directement dans le sang, directement dans la distribution, donc vous ne perdez rien. Donc voilà, il y a différentes voies possibles, il y a la voie cutanée avec des crèmes, des pommades, des gels, ce qu'on appelle la voie dermique ou transdermique. Il y a les voies injectables, sous-cutanées, intramusculaires, intravasculaires. Voilà, il y a des voies, il y a la voie orale qu'on a vue. Il y a la voie nasale, enfin voilà, il y a plein de voies, il y a même la voie rectale, donc on peut vraiment prendre les principes actifs, les médicaments, sous plein de formes différentes. Et c'est pareil le cas en naturopathie, par exemple quand on conseille des huiles essentielles. Voilà, donc je m'arrête pour ce premier podcast. Donc là, je vous ai présenté les principales notions, les principaux mots qu'on va utiliser dans les prochains podcasts. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera déjà un petit aperçu sympa de la pharmacologie, parce que moi c'est une matière que j'aime bien. Et du coup, le prochain podcast va porter sur les médicaments hypoglycémiants. Voilà, je vous dis à plus sur Vitali TV. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous coûte rien et moi ça me permet de gagner en visibilité et à laisser vos commentaires. Allez, à bientôt, au revoir.